Merci beaucoup d'être venu pour ce dernier talk. On va essayer de terminer, si possible, en beauté, avec quelque chose d'intéressant. J'espère en voir. Alors, oui, beaucoup m'ont demandé, étaient très interloqués par le titre. En fait, si vous allez voir, vous allez continuer sans doute à écrire des scripts Frida parce que c'est un très bon outil. Mais j'ai fait exprès, en fait, justement pour que vous veniez. Voilà. Alors, quelques informations, un peu présentation sur moi. Donc moi, je travaille chez Fortinet. Je suis chercheur antivirus chez Fortinet, où je spécialise sur les virus pour téléphone mobile, globalement surtout Android, ou les virus qui sont sur objets connectés, donc IoT. Je suis aussi organisatrice d'un CTF qui s'appelle Phone, qui sera relativement bientôt, donc le 9 décembre, dans moins d'un mois, à Sophia Antipolis. Et ça se spécialise justement, c'est un CTF qui est spécialisé sur les objets connectés. Donc toujours le même domaine. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir après la conférence, bien entendu. Vous serez les bienvenus à ce CTF. Alors aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler globalement de virus, de malware pour Android. Que font les virus d'une manière générale pour se protéger contre les ingénieurs antivirus comme moi, ou en tout cas les chercheurs antivirus. Ils font deux choses qui sont évidentes, l'obfuscation et le packing. On va parler des deux et de comment gérer les deux pour quand même arriver à comprendre le fonctionnement du virus. Et un des outils qui est pratique pour ça, que bon nombre d'entre vous, je pense, connaissent déjà, c'est Frida. Voilà. Alors, l'obfuscation. Il y a plusieurs sortes d'obfuscation. On trouve, en tout cas, moi, ces trois sortes-là dans les virus actuels pour Android. La première, assez simplement, ici vous avez donc, on voit mon pointeur de souris, ouais c'est bon. Par exemple un appel à get absolute path, peu importe, mais au moins c'est un nom de fonction qui est compréhensible. Et l'appelant va faire exprès d'encapsuler ça dans une autre méthode dont le nom est inintelligible. Il y en a aussi beaucoup qui s'amusent avec les caractères on va dire exotiques, coréens, plein d'UTF-8 vraiment un petit peu bizarroïdes, qui rendent aussi difficile le parsing des classes, en tout cas sur les systèmes européens. Une autre façon de faire, évidemment aussi, c'est d'utiliser du chiffrement. Là, cette fois-ci, toutes les chaînes de caractères vont être chiffrées. Et il faut les déchiffrer pour comprendre de quoi on parle, en fait. C'est quand même plus simple de comprendre send SMS que de comprendre un truc de ce genre-là. Et d'ailleurs, pour petit rappel, si vous avez suivi la première conférence de la conférence, le premier talk, de la conférence sur les imprimantes, une des premières choses qu'ils ont faites, notamment dans le firmware, c'est de renommer toutes les fonctions qui étaient appelées là par la fameuse fonction log, de repérer les noms et d'automatiquement donner un nom plus intelligible aux fonctions. Sinon, on n'arrive pas en fait à faire de l'ingénierie reverse. C'est vraiment difficile avec des noms qui veulent rien dire. Et enfin, la troisième technique qu'on voit aussi et que vous allez voir après en action dans du code, c'est tout simplement de mettre volontairement des structures soit mathématiques, soit algorithmiques qui sont compliquées, voire qui ne servent à rien. Donc ça, c'est le junk code. En plus de l'obfuscation, vous avez une autre technique qui est pratique. Alors moi, j'en suis vraiment un petit peu aux bases, mais c'est pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Le packing. Je compare ça beaucoup, j'aime bien comme analogie le cadeau de Noël, d'accord, un cadeau d'une manière générale. Ce qui est globalement intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ne voit que l'emballage cadeau. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Alors le Pico le Croco, là c'est le petit personnage que je dessine un petit peu partout. Il a l'air super content, mais est-ce qu'il a raison d'être content? Parce que il pourrait très bien y avoir un virus dans cette boîte.
Ça, c'est exactement le packing. Vous allez voir le packer, mais vous n'allez pas voir le contenu qui peut très bien être malicieux. Alors ça, c'est le slide diplomatique. C'est juste pour vous dire que utiliser de l'obfuscation et utiliser du packing n'implique pas forcément d'être malicieux. On peut les utiliser à des fins qui sont légitimes. Mais dans ma présentation, je ne vais vous parler que de virus, de malware Android qui sont obfusqués et ou packés. D'accord ? Donc je vais faire un petit peu un shortcut et vous dire voilà, c'est malicieux, machin truc, etc. Ce serait pas forcément complètement le cas normalement. Comment ça fonctionne ? Donc une application Android, elle est dans un fichier d'extension APK, Android Package, et à l'intérieur de ça, il y a un exécutable, .dex, Dalvik Executable. Lorsque l'application est packée, ce DEX-là, c'est celui du packer. Donc, c'est le papier d'emballage, donc quelque chose de globalement qui ne révèle pas, en tout cas, le fonctionnement du virus. Le packer, qu'est-ce qu'il fait ? En gros, là, ça va dépendre de chaque packer, mais il va récupérer des morceaux à gauche, à droite, passer ça dans une moulinette ici, dont l'objectif est de reconstruire la charge utile, qui est l'exécutable du payload. D'accord ? La façon dont c'est fait, ça va dépendre de chaque packer. Chaque packer a ses astuces pour un petit peu rendre ça un petit peu plus complexe. Il y en a certains qui vont le prendre des morceaux à plusieurs endroits de l'APK, d'autres qui vont utiliser quelque chose qui est chiffré à un endroit spécifique, d'autres qui vont utiliser de la stéganographie. Il y a beaucoup de créativité, on va dire, dans cet endroit-là. Donc là, vous avez, au final, quelque chose qui est potentiellement plus intéressant et plus proche de ce que fait, en tout cas, le malware, le DEX du payload. Ça, c'est juste un fichier, il faut le charger dynamiquement. Donc ça, c'est l'étape finale. Si vous voulez l'exécuter, vous allez devoir le charger dynamiquement. Pour ça, sous Android, il y a notamment des classes qui s'appellent DEX Class Loader, qui vont vous permettre de charger dynamiquement ce fichier. C'est, à mon avis, évident, mais je le précise, je vois souvent des gens qui envoient des virus à des outils d'analyse automatique tels que MobSF ou Quark, et ils envoient en fait un virus qui est packé. Ça ne sert strictement à rien, sauf que probablement qu'ils n'avaient pas vu que c'était packé, parce que vous allez voir juste l'analyse du packer et pas l'analyse du malware. C'est un peu évident, mais je sais pas, il y a quand même des gens qui continuent à le faire. Donc la façon de faire, lorsqu'on a un malware qui est packé, c'est justement d'utiliser, le plus classique en tout cas, c'est d'utiliser Frida, parce que Frida est un outil qui permet de faire de l'instrumentation dynamique pour Android et pour d'autres plateformes. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, en l'occurrence si on a quelque chose qui est packé, on va vouloir mettre un hook sur DEX Class Loader. On va regarder un petit peu dans le code Android. Si dans la documentation, on voit en fait que le premier champ du constructeur de DEX Class Loader, c'est justement le chemin vers le DEX, vers le DEX qu'on est en train de charger dynamiquement, donc le payload, la charge utile. Donc un hook intéressant à faire et relativement simple, c'est tout simplement d'afficher, une des premières choses à faire, c'est d'afficher cette variable-là, ce paramètre-là, et puis une fois que c'est affiché, ça va nous dire voilà, le DEX qu'on est en train de charger, il est à tel endroit, et puis là il suffit d'aller le récupérer sur le téléphone Android, le récupérer, et puis de l'analyser, et là on analyse normalement directement le malware. Donc ça c'est la méthodologie classique à faire. Je précise juste que il y a pas toujours, c'est pas toujours DEX Class Loader qui est utilisé pour charger dynamiquement. En fait, il y a toutes les classes dérivées de Class Loader. Donc vous pouvez, si ça ne marche pas, éventuellement c'est parce que ça utilise un autre Class Loader, style in-memory DEX Class Loader, Path Class Loader, etc. Donc soit vous utilisez le bon, si vous savez lequel c'est, soit vous êtes obligé de hooker tous les class loaders un peu possibles, imaginables, ce qui peut être un petit peu plus long. Voilà.
Après, il va falloir donc, pour Frida, ça c'était le principe. Dans la pratique, il faut écrire un script qui est en JavaScript. En voici un qui fonctionne. Hein, il est complet. C'est pas trop compliqué. Donc là, on dit avec le $init qu'on hook le constructeur de la classe DexClassLoader. Et puis là, j'affiche en fait le premier paramètre, donc le chemin vers le Dex. Et puis après, je lui dis de continuer à faire ce que normalement DexClassLoader devrait faire. Et voilà, ça c'est quelque chose qui devrait fonctionner. Et après, le principe de Frida, c'est client-serveur. Sur votre laptop, vous avez le client. Sur le téléphone Android, vous avez le serveur. Vous allez lui envoyer donc le script ici. Frida Server crée à l'intérieur donc un thread Frida et va charger, en gros, on simplifie un petit peu, mais va charger le script qui a été un peu compilé, on va dire, dans ce thread-là pour hooker les fonctions que vous avez précisées. Au niveau du comportement, en fait, chaque fois qu'on dans le malware, ou dans le sample, on rencontre par exemple DexClassLoader, chaque fois ça va en fait arrêter le déroulement de DexClassLoader normal et le passer sur ce qui a été écrit dans le script, donc notamment dans mon cas, affichage de la variable DexPath, et puis ensuite retour vers le déroulement normal de DexClassLoader. Et donc, je vais voir dans la console, ici, dès que c'est appelé, je vais voir le chemin vers mon exécutable unpacké. On peut améliorer et faire ça automatiquement, c'est-à-dire sans avoir à écrire le script, en utilisant notamment Dexcalibur. Alors là, Dexcalibur va en fait vous faire, on va dire, un beau front-end par rapport à Frida. Vous allez avoir toute une interface graphique qui vous permet de hooker les méthodes et les classes qui vous intéressent. Donc là, en l'occurrence, alors c'est un peu petit sans doute pour vous, mais là c'est vraiment un screenshot où on est en train de hooker directement DexClassLoader. Et vous appuyez sur le bouton, notamment ici, Probe On, pour dire, voilà, je veux hooker cette classe-là et voir ce qu'il va y avoir en entrée et sortie de cette classe. Ça fait le script automatiquement pour la classe, et si ce qui est généré ne vous plaît pas, vous pouvez en plus même modifier le script. Donc c'est très customisable, on va dire. Et là, c'est un exemple, par exemple, de ce que Dexcalibur sort. Donc là, c'était sur un malware, un sample d'Android Alien. Et on voyait que ici il y avait DexClassLoader qui était appelé sur tout un chemin et qui va vers un fichier qui s'appelle dsonc.json. Alors c'était .json, ça c'était juste pour tromper, on va dire, l'ennemi, nous. Mais en fait c'est bel et bien un dex, d'accord. Voilà. Donc ça permet de faire la même chose, de retrouver facilement le payload. Mais cette fois-ci sans avoir à écrire le script Frida nous-mêmes. Voilà, ça a été un petit peu automatisé. Alors, ça se passe bien dans le cas général et dans les cas très simples. Il y a des fois où c'est plus compliqué, évidemment, sinon on parlerait pas. Notamment, si le Dex est des paquets, chargés dynamiquement, mais depuis de la mémoire et non pas depuis un fichier, là on va pas pouvoir avoir un dump du path vu qu'on a des octets, d'accord, c'est une première chose. Enfin, il y a aussi certains packers qui vont effacer un fichier Dex qui a été créé. Donc si vous arrivez trop tard, c'est dommage, mais il a déjà été effacé. Voilà. Donc pour éviter ça, il y a des outils, notamment Frida DexDump, qui permettent de dumper tout ce qui est en mémoire, tous les dex qui est en mémoire. Ça marche pas mal, si ce n'est que vous allez vous trouver avec quand même toute une panoplie généralement de dex et qu'il va falloir aller les chercher un petit peu, tous les regarder pour enfin trouver celui qui correspond probablement au payload de votre malware. C'est un petit peu peut-être fastidieux. Je me dis on peut faire mieux, on va pouvoir améliorer notre script Frida.
Et à la place de juste, par exemple, afficher le nom du fichier, on pourrait le réécrire ailleurs, le dumper dans un autre fichier pour sécuriser le fait que s'il a été effacé, nous on l'a déjà copié, donc c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc là, en JavaScript, je suis pas très forte en JavaScript, mais globalement, ça se fait en utilisant FS. Sauf que FS, pas de bol, c'est pas supporté nativement par Frida. Donc là, j'ai posé un peu la question à ce concepteur de Frida qui me dit oui, bon alors on peut y arriver, mais en utilisant Frida compile et puis en modifiant un petit peu le script. Donc ça, c'est le script par exemple qu'on pourrait utiliser à la place. Si ce n'est que Frida compile à utiliser, c'est un petit peu plus casse-pied que le bet Frida plus Frida server. Donc voilà, ça peut fonctionner. Une autre alternative, c'est de ne pas utiliser FS, mais d'utiliser file. Il y a d'autres classes. Ça fonctionne aussi. Et si on veut faire de la copie de fichier, utiliser file channel. Voilà. Donc on peut arriver à faire ce qu'on veut. Si ce n'est que, vous voyez, rien que pour une bête question de arriver à dumper un fichier, il y a rien de plus, on va dire, basique quand même en programmation. On s'est posé beaucoup de questions pour pas grand chose, on va dire. Donc c'est un petit peu dommage. Tout ça parce que il n'y a pas de documentation officielle sur l'écriture des scripts sur Frida. Donc la plupart du temps, il faut aller repêcher ce que fait quelqu'un d'autre dans un autre script et puis piquer des morceaux, et puis un morceau par-ci, un morceau par-là, coller un peu tout ça et espérer que ça fonctionne. J'ai trouvé quand même ici ce lien-là qui est un guide pour écrire des scripts qui est assez sympathique, donc je vous inviterai à le regarder si ça vous intéresse. Et moi j'ai personnellement toujours des difficultés à écrire certains scripts Frida. Bon alors déjà, j'aime pas JavaScript, ça c'est vrai que ça c'est un problème. Au bout d'un moment, quand je vois trop de parenthèses et ouvrantes, etc., ça me donne des boutons, on va dire. Voilà. Mais outre ça, il y a toujours le problème de sur Android, c'est du Java et le JavaScript, et le Frida, c'est du JavaScript. Donc il va y avoir un problème de mapping entre les types. Vous avez d'un côté, par exemple, un byte buffer. Bon, de l'autre côté, qu'est-ce que vous mettez en JavaScript? Bon, c'est pas, voilà, faut toujours faire cette translation-là et ça pose un peu de problème. Autre problème, classique pour le coup dans les malwares, vous avez dépacké le truc, vous avez la charge utile, mais vous voulez hooker quelque chose à l'intérieur de ce code chargé dynamiquement. Alors là, essayez de le faire, vous allez voir, c'est pas simple du tout de hooker dans du code chargé dynamiquement. Ça se fait, j'y suis arrivée, mais alors j'ai bien sué, là c'était compliqué. Enfin, dernier problème, c'est que en Java et dans plein de choses, donc on écrit sur Android, il y a plein de façons différentes de faire plus ou moins la même chose. Donc si vous voulez communiquer sur Internet, notamment, vous allez pouvoir utiliser la classe URL, vous pouvez utiliser la classe HTTP Connection, vous pouvez utiliser des packages comme OKIO, Volley, etc. Si vous voulez, en fait, écrire un hook qui va regarder un petit peu toutes les manières d'aller sur Internet, il faut que vous hookiez toutes ces méthodes différentes. Et c'est long, voilà, c'est long à faire. Donc, une fois avoir bien exposé le problème, justement, je vais vous proposer 2 solutions pour remédier à ça. La première solution, c'est effectivement, on va se passer de Frida, je vais en parler un petit peu, c'est de faire de l'unpacking statique complètement. On n'utilise plus Frida. C'est pas à la mode parce que les gens aiment beaucoup utiliser généralement des composés dynamiques plutôt. Mais lorsque on travaille sur des malwares, ça présente quand même un avantage incontestable, c'est le fait qu'on n'exécute pas le virus sur la machine. Et ça, c'est quand même appréciable parce que on sait jamais trop quand même ce qui peut se passer, surtout au début d'une analyse, si on sait pas exactement ce qui se passe. Soit on se met dans un environnement restreint, mais même encore là, on peut avoir des mauvaises surprises. La deuxième façon, c'est là où j'ai un petit peu triché sur le titre, c'est vous continuez à utiliser Frida, mais en fait vous faites écrire les scripts par quelqu'un d'autre, en gros, par l'outil. Et là, il y a des outils qui vous permettent de faire ça, et l'outil dont je vais vous parler beaucoup aujourd'hui, c'est Medusa, parce que c'en est un nouveau que j'ai découvert et que j'ai trouvé assez sympathique. Alors, unpacking statique. Alors, j'ai beaucoup parlé, je vais vous faire au moins une démonstration d'un unpacker statique. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, voilà. Alors, c'est un projet que j'ai fait avec des étudiants.
où je leur ai demandé d'unpacker un packer que j'ai appelé JSON Packer parce qu'il avait pas, enfin je n'ai pas trouvé de nom particulier. Et donc j'ai fait un petit raccourci unpack et puis là il faut lui donner quelque chose, notamment le fichier qui est déjà packé, ce virus là. Alors ce virus là c'est une instance de Android Bianlian, c'est un botnet bancaire sur Android. Là, et hop, c'est fait. C'est quand même, moi, je trouve ça génial. Là, franchement, j'ai gagné. En gros, je viens de, si c'est le début d'une analyse, je viens de gagner 40 minutes en une petite exécution. C'est quand même très très appréciable. On va juste vérifier que ça a quand même bien sorti index. Et c'est bien le cas. C'est bien un fichier dex. Là, je vous passerai les détails. On va pas aller voir à l'intérieur pour vérifier que c'est bien le payload, mais je vous assure, c'est bien le payload. Et ça marche sur tous ceux qui sont packés avec le JSON Packer. Si je vais ici, j'en ai quand même pas mal. Alors, ils sont pas tous rigoureusement packés avec ce packer-là. Je peux essayer peut-être celui-là au hasard. Je suis pas sûre si ça va marcher, mais ça vaut le coup. Unpack, sample. Bon, là, je suis un petit peu joueuse parce que j'ai jamais essayé cette partie-là. On va voir si mes étudiants ont bien bossé. Ouais, c'est bien. C'était bon. Hein. Voilà. Donc, c'est pratique. Si on veut avoir un peu des logs, en fait, derrière, c'est vraiment un truc qu'ils ont implémenté en Java. Et ça se fait comme ça. Ouf. -i le fichier. Est-ce que j'en mets un autre? Allez, on va essayer. Comme sustain. On va essayer celui-là. Et puis je crois que c'est -d pour les debugs. On va voir. Si ça marche pas, au moins on verra où ça plante et ça voudra juste dire que c'est bon. Ça veut juste dire que c'était bien packé avec ce packer-là et du coup, il est dépacké et voilà. Et là, comme vous pouvez voir, ils sont pas. J'en ai déjà une quinzaine en tout cas qui sont packés avec celui-là, peut-être pas tous rigoureusement, mais ça fait bien gagner du temps. Alors, comment faire ça? Bon, la première des choses évidemment, c'est au moins de savoir unpacker manuellement JSON Packer, d'accord, sans utiliser Frida, vu que c'est en statique. Donc ça, c'est une partie où vous allez faire une première étude d'ingénierie reverse, et puis bien regarder dans le détail comment fonctionne le packer. Puis la deuxième étape, c'est l'automatisation. Alors, on va regarder. Dans JSON Packer, le payload, en fait, il est caché ici. Il est caché dans les assets de l'APK, dans un fichier qui s'appelle, dans ce cas-là, kqtuw.json. C'est toujours un nom relativement court et aléatoire et toujours une extension .json. Donc ça, c'est déjà assez facile à scripter. On va dans le répertoire assets. Il peut y avoir malheureusement d'autres fichiers JSON, mais on peut assez facilement scripter quelque chose qui est assez court, un peu aléatoire que des lettres, et trouver comme ça le payload chiffré. Maintenant, il faut le déchiffrer. Voilà, donc vous sortirez de cette salle quand vous l'aurez déchiffré. En fait, ça a vraiment l'air pas sympa, mais vous allez voir, c'est pas si terrible que ça. La première chose à faire, c'est toujours de repérer le junk code qu'il y a un peu de partout. Dès que vous voyez des constructions mathématiques qui ne servent à rien, il faut les enlever. Et ensuite, si vous avez des variables qui sont utilisées juste sur une ligne, mais plus jamais après, la même chose, c'est juste là pour vous embêter. Donc, il faut l'enlever. Là, déjà, quand même, on en a enlevé pas mal, hein. Parce que là, donc ça, c'est tout l'algorithme qui permet de déchiffrer ce point JSON. Voilà ce qui reste. D'accord, je dirais, vue de nez, entre 15 et 20 lignes de code. Et là, je pense que honnêtement, vous êtes tous capables, en fait, de reverser 15 lignes de code comme ça. Il faut peut-être regarder un petit peu petit à petit, mais c'est pas monstrueusement difficile. Là, c'est le code après proprification. Donc, vous voyez, il tient en fait finalement une dizaine de lignes. C'est pas de la haute cryptographie. C'est vraiment un algorithme fait maison à base de XOR et
il y a une clé là qui est utilisée. Cette clé-là, en fait, c'est une clé dérivée à partir d'une constante qu'on trouve ailleurs dans le code. Donc ça aussi, encore pour faire notre unpacker statique, il va falloir trouver automatiquement où est cette clé-là. On va un peu plus loin dans le code, on regarde où c'est appelé et on regarde où cette fameuse clé est étendue, était dérivée, et on la trouve en fait assez facilement dans le même fichier, en fait dans la même classe. Là-dedans, j'ai mis en petit, mais vous aurez les slides après si vous voulez le faire vous-même. Vous avez le hash du sample et le nom de la fonction qui est vraiment long et pas très beau, mais ça vous permettra, si vous voulez le faire vous-même, de le retrouver dans le code. Une fois que vous avez ça, vous avez toutes les étapes, il vous manque plus qu'à automatiser. Alors voilà, c'est des coups de regex pour trouver automatiquement dans les fichiers les portions de code qui nous intéressent, récupérer la clé et puis faire fonctionner l'algorithme de déchiffrement, et hop, c'est fait. Alors c'est vrai que ça demande un certain investissement de faire ça, mais si vous avez beaucoup de malware qui sont packés avec le même packer, je pense que vous conviendrez que ça vaut quand même franchement le coup de passer une demi-journée à faire ça, et puis après de gagner à chaque coup en fait 40 minutes d'unpacking. Voilà. Après, il y a des cas, je suis d'accord, où vous n'allez pas avoir autant de malware qui utilise ce packer-là, ou tout simplement vous avez vraiment pas le temps ou pas l'envie de faire cet effort préliminaire. Donc là, on va utiliser Medusa, qui va unpacker pour nous dynamiquement le sample qu'on est en train d'étudier. Alors, je vais vous faire une démo sur celui-là. Alors ça, si vous avez suivi mes pérégrinations sur Twitter ou Mastodon, ça ne marchait pas du tout lundi, mais je suis arrivée à trouver un workaround. Alors, c'est où? C'est ici, c'est marqué Medusa. Voilà. Donc ça marchait pas du tout lundi parce que Medusa ne fonctionne pas avec Python 3.10. Il faut absolument Python 3.8. Voilà. Et j'avais un petit problème à faire coexister les deux sur ma machine. J'ai fini par trouver la solution pas très légère, mais d'utiliser dans Docker. Donc là, vous avez un émulateur Android. Le malware, il est là, c'est celui-là, cette application-là. Et donc, je vais dire à Medusa de se linker avec mon émulateur. Donc, c'est 2 ici. Puis ça me dit, voilà, vous avez un certain nombre d'applications qui sont installées. Comme c'est un émulateur, j'ai que le virus qui est installé, c'est lui. Et puis là, en fait, Medusa vient avec une collection de scripts Frida qui sont déjà faites. Et le but du jeu, c'est juste d'aller regarder dans ces collections-là et de choisir les scripts qui vous intéressent. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux savoir lorsque il y a quelqu'un qui est en train de charger du code dynamiquement. Donc là, je vais chercher parmi la collection de scripts quelque chose qui se rapporte au code loading, par exemple. Et puis là, vous pouvez regarder chacun des scripts en faisant, par exemple, help code loading et par exemple dump d'index. Vous voyez une petite explication sur ce que fait ce script-là, ou sinon vous pouvez aller lire le script Frida. Mais là, je sais pour les besoins de la démo que c'est celui-là que je vais prendre. Alors, code loading. Dump d'index. Voilà. Ça, c'est un premier point. L'autre chose que je veux faire, c'est je veux savoir chaque fois que le malware fait une communication HTTP, je veux savoir à quelle URL il va. Donc là, search HTTP, et je vais faire celle-là, et je vais utiliser celui-là, URI logger, HTTP communication, URI logger. Et enfin, ce sample-là, comme beaucoup, il utilise de l'obfuscation et il utilise du chiffrement pour ça. Chiffrement, déchiffrement. Donc je vais aussi mettre un hook sur toutes les fonctions de chiffrement, déchiffrement qui peuvent être trouvées. Donc search, par exemple, encrypt.
Alors vous pouvez mettre search et puis n'importe quel keyword en fait après, n'importe quel mot-clé, et ça fonctionne. Voilà. Hop. Voilà, on en a déjà 3. C'est pas trop la peine non plus d'en mettre des dizaines, parce que vous allez voir après, sinon vous avez énormément de logs. Après, faut compiler ça, donc pour les mettre tous les 3. Et puis il faut lancer l'application. Donc là, on peut relister pour savoir lesquels c'est. Puis on fait run -n et le numéro de l'application, ici 0. On va voir si ça marche. Ça a l'air de marcher. Donc là, on voit en tout cas le malware qui s'est lancé, qui fait plein de trucs. Et puis ici, du côté de Medusa, on a eu plein de logs. Alors on va les regarder. Alors, ce premier DEX est pas intéressant, c'est un DEX en gros de mesure d'audience, etc. C'est pas quelque chose qui nous intéresse en termes de malware. Par contre, on voit ici qu'on a du déchiffrement et que le déchiffrement produit cette string-là qui est une URL, d'accord ? Donc déjà, franchement, une URL chiffrée, moi, ça déclenche tous les warnings. Il y a quelque chose de louche qui se passe, quoi. Voilà. On voit qu'on va à cette URL-là. Après, il y a pas mal de choses à passer parce que tout ce qui est uploading, etc., c'est un SDK de publicité, si je me trompe pas. Là. Ici, on a encore du déchiffrement et on aboutit à la string qui s'appelle getClassLogger. Donc là, c'est clairement de la désobfuscation pour cacher qu'on va faire quelque chose avec ça. On voit aussi que là, il y a quelqu'un qui a appelé donc pathClassLoader, donc c'est du chargement dynamique de code sur ce fichier-là. 9. D'accord. On l'a dumpé au cas où il soit effacé après. On le retrouvera donc sur notre téléphone, enfin sur notre émulateur dans dump 2. On continue encore un peu plus bas. Là, on voit qu'on déchiffre quelque chose qui s'appelle load class. Ça promet. Quelque chose qui s'appelle seek. Quelque chose qui s'appelle melody. Ici, on va à cette URL-là. Number, vous allez voir un peu après. Et puis là, on charge dynamiquement un fichier qui s'appelle et on dump, on charge dynamiquement, donc probablement, on va à cette URL-là et on dump dynamiquement on charge dynamiquement le contenu qui a été dumpé dans ce fichier-là. Là, on le sauvegarde encore, puis on voit qu'il y a encore il y a plein de chargements dynamiques de différents DEX. Encore celui-là, là, on va encore à une autre URL. On écrit ça dans un fichier qui s'appelle Yang, et là, on l'a dupliqué si jamais il est effacé. Et je crois que c'est à peu près tout. On va encore à quelques autres URL. Voilà. Donc là, rien qu'avec Medusa, on sait qu'il y a eu plusieurs chargements dynamiques d'exécutables DEX. Pouf. Voilà. Et on sait à quelle URL c'est allé. Donc voilà, on a quand même gagné beaucoup de temps sur l'ingénierie reverse du sample. Alors là, on va voir un tout petit peu plus clairement ce qui s'est passé, ce qu'on a vu justement dans les lignes de log de l'application. L'application, donc le premier packer, contacte un serveur. On a vu cette URL-là qui était désobfusquée, déchiffrée au démarrage. Ça écrit dans un fichier qui s'appelle 9, qui est en fait pas un index mais un jar. Et là, alors c'était pas URL class loader, c'est une erreur dans mon slide, c'est path class loader qui a été utilisé. On l'a chargé dynamiquement et on a appelé à l'intérieur de cette classe-là seek et melody. Ça, c'était le premier payload. Ce premier payload, il fait encore lui-même un appel vers un autre serveur. Il l'appelle donc, on va rappeler seek, et puis ça aussi, encore, il y a un chargement dynamique de seek, et là, on appelle encore une autre méthode pour continuer la suite. Ça, c'est le payload numéro 2. Puis, ils sont bien amusés quand même, hein, voilà, on en fait encore un troisième, on appelle sur une troisième URL, hop, on dump ça dans un autre fichier, et c'est toujours pas terminé, parce que c'est le payload 3, mais il y en a encore un quatrième.
qui va encore vers un autre serveur, c'est encore dumpé dans un fichier, on fait encore un petit coup de chargement dynamique. Là, celui-là, en fait, d'ailleurs, ça appelle des fonctions Facebook. C'est pas vraiment ce payload-là, c'est pas vraiment malicieux, c'est plus un outil qu'autre chose, tandis que le payload 1, 2 et 3 sont malicieux. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, en fonction de la plateforme, on récupère soit un type de payload, soit un autre type de payload. Donc, on a un payload 4A et un payload 4B. Donc là, pour cette famille de malware qui est en plus extrêmement prolifique, on a 4 payloads imbriqués les uns dans les autres qui sont packés. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit couramment, malheureusement, à l'analyse. Au niveau du code en lui-même, j'irai pas complètement dans les détails pour pas vous endormir totalement, mais en fait, ça se lit bien encore. On voit ici, ça c'est la chaîne obfusquée qui correspond à l'URL. La désobfuscation, c'est un petit coup de base 64, puis après ça, du PBE MD5 avec du DES. Donc, il y a à la fois une clé et un cell. Et une fois que c'est déchiffré, on télécharge l'application qui pointe à cette URL. Pour le chargement dynamique, ça va, c'est pas trop compliqué. On récupère un class loader, on l'instancie. Une fois qu'on a ça, là, on peut charger la classe qui nous intéresse, puis la méthode qui nous intéresse, et ensuite, ça c'est de la réflexivité classique en Java, on appelle la méthode de la classe donnée. Dans le code, c'est légèrement plus compliqué, quoique ça c'est du code que j'ai renommé parce que c'était encore moins clair au démarrage. Mais on voit ici donc la fameuse chaîne obfusquée pour getClassLoader. Là, ils font un peu là, voilà, ici, c'est l'appel à getClassLogger, l'invocation de la méthode. Après, comme on a dit, on récupère un class loader et on l'instancie un peu plus bas ici. Là, c'est leur brique à eux, un peu plus bas. En gros, c'est pour pas perdre les pointeurs vers les méthodes. Donc, ils se sont fait un tableau pour les récupérer. Et puis, on va récupérer la méthode de l'autre classe, on va récupérer le nom de la classe seek, donc ça c'est cette string-là qui est obfusquée, et le nom de la méthode, c'est celle-là qui est obfusquée, et puis on appelle l'un dans l'autre. Donc ça c'est très illisible à la lecture, même si en fait algorithmiquement parlant, c'est assez bien fait étape par étape. Voilà. Donc c'était un peu la conclusion que j'aurais à faire, c'est si vous avez le temps et que vous avez beaucoup de samples qui utilisent un même packer, pensez surtout à faire quelque chose de statique parce que vous allez gagner beaucoup de temps par la suite. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, Medusa est franchement un outil que j'ai trouvé sympathique, qui vous permet de ne pas utiliser, de ne pas écrire vous-même les scripts et donc de gagner ce temps-là, mais d'avancer un peu plus rapidement dans votre analyse, sachant que ça nous évite de perdre du temps. Ça, c'est un lien vers Medusa. Ça, c'est un lien vers un script Python que j'ai écrit qui permet de unpacker ce fameux JSON unpacker. Puis ça, c'était un autre article que j'avais écrit sur le sujet. Voilà, donc merci notamment à mes étudiants, à d'autres, et puis surtout à Black Alps de m'avoir invité à parler. Et voilà, c'est tout. Je sais pas si on a le temps pour des questions. Mais... Merci beaucoup pour cette super présentation. On a du temps pour à peu près 5 minutes de questions, si jamais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai juste une petite question sur le tool, donc sur Medusa. Tu montrais par exemple qu'il y avait moyen de hooker tous les appels d'URL, donc il présente pas mal de modules différents. Est-ce qu'il y a un moyen de les activer tous, par exemple, d'un coup? Est-ce qu'il y en a un qui est plus global que les autres? Je pense par exemple au constructeur URL, par exemple, qui permettrait peut-être d'en hooker beaucoup à la fois. Est-ce qu'il y a un moyen de finalement
hooker facilement tous les appels à des URL ou quelque chose d'un coup, sans les activer tous un par un? Alors, il y a plusieurs choses. Ça, c'est le nom entre guillemets qui est donné à un script Frida. Donc chaque script Frida peut éventuellement hooker à l'intérieur plusieurs choses, y compris plusieurs appels qui permettent d'aller à diverses URL. Donc un seul pourrait faire tout ce que vous voulez de cette manière-là. Et dans ces cas-là, par exemple, il y en a certains qui peuvent être redondants là-dedans. Bon, là, je pense qu'il les a laissés. Sinon, j'ai jamais essayé. Je sais pas si ça marche, par exemple, de faire ça, mettre une étoile. Non, voilà, il connaît pas. Donc, il faudra manuellement spécifier chaque script qu'on veut. Après, c'est pas très compliqué de changer un petit peu ça. Alors c'est dans librairie, je crois. Non. Ben, je suis bête, c'est écrit dans module. Voilà, ils sont en fait classés dans module. Donc là, ça va être HTTP communication et ils sont tous listés là. Et si on va en voir juste un, le début, c'est juste vraiment pour l'explication de ce que fait le script, et après, c'est le script Frida en lui-même. Donc, vous pouvez en prendre un morceau de l'un, un morceau de l'autre, créer un autre fichier, le rajouter, et vous le verrez apparaître dans la liste des scripts de Medusa. Merci beaucoup. On a eu du temps pour une dernière petite question. Est-ce que quelqu'un a une question? Là-bas? Nico, ouais. Merci beaucoup pour le talk. En cas de unpacker statique, est-ce que les packers ils laissent une signature spécifique? Comment vous savez quel type de packer c'est pour développer au final le bon unpacker statique? Par exemple, là vous nous avez présenté le JSON. Comment vous pouvez être sûr qu'un APK contiendra, le texte sera contenu avec ce packer spécifique? Oui, alors c'est une bonne question. Il y a pas vraiment il y a pas de magic comme dans un file pour dire ceci est un dex, ceci est un elf, ceci etc. Il n'y a pas quelque chose qui va dire ceci est packé par JSON Packer. Il y a éventuellement quand même l'outil qui s'appelle APK ID. C'est celui-là qui permet de savoir de quel packer est utilisé. Mais ça non plus, ça va pas faire merveille, c'est-à-dire il va y avoir, c'est écrit avec des règles Yara qui vont détecter, j'ai vu un JSON dans les assets, j'ai vu telle sorte de bytecode à tel et tel endroit, donc je pense que c'est packé avec JSON Packer. Mais ça va pas être du 100%, ça dépend si la règle est bien faite ou pas. Donc, globalement, on peut jamais être complètement sûr que ce sera fait avec JSON Packer. L'unpacker statique, clairement, si c'était pas ce packer-là, on n'arrivera pas à obtenir le DEX à la fin. Donc ça, on saura par erreur, en ayant essayé, ça n'a pas marché. Ça veut dire que c'était pas le bon packer ou qu'on avait une erreur dans notre packer unstatic, bien sûr. Voilà. Mais il n'y a pas d'étiquette spécifique pour les repérer. Les packers, c'est un peu est-ce que j'ose dire ça, un peu comme les virus, c'est un peu méchant, mais ils font exprès de pas être reconnaissables, la même chose finalement. Voilà, j'ai pas de meilleure solution que ça en tout cas. Ok, alors on peut applaudir à nouveau la speaker.